Les Pâques de Loull Vraz. 1. Le bourg de Plogonan, cher à mon enfance, ne saurait passer pour ce que l'on appelle un grand centre. Il compte tout au plus une trentaine de maisons plantées va comme je te pousse, et si vieilles qu'elles ont l'air d'être là depuis que le monde est monde. Il ne faudrait cependant pas tenir Plogonan pour une localité sans importance. Les papiers publics attestent qu'il fut chef-lieu de canton avant que la bourgade rivale de Plouaret lui eût envié cette gloire. Réduit au rang de simple commune, il n'a pas dépouillé tout prestige. De mon temps, du moins, il faisait encore belle figure. Il possédait un notaire, qui était maître Beaudour, un instituteur, qui était monsieur Tinévé, un tailleur d'habits, comme disait son enseigne, qui était Jérôme Mainguy, un cordonnier émérite, le seul bottier de la région, qui était Pierre-Marie Réauric. Je pourrais prolonger le dénombrement, mais j'ai hâte d'en venir aux deux notabilités qu'à Plogonan l'on considérait comme les plus marquantes, quoique à des titres fort différents. Je veux dire Miliau Caïnec, le buraliste, et Olivier Nicolazic, le sacristain. Le premier était un ancien canonnier de première classe, qui avait fait les campagnes de Crimée et d'Italie. Blessé à Solferino d'une balle qui lui avait démoli le poignet, il avait obtenu, avec la médaille militaire, le privilège lucratif de pourvoir de tabac à fumer, à priser et à chiquer toute la population, tant féminine que masculine, du territoire de Plogonan. Gai, jovial, grand inventeur de crack et intarissable conteur d'histoires, il était tout de suite devenu une manière d'oracle aux yeux des Plogonanais. On allait lui acheter du tabac pour le seul plaisir de provoquer sa verve. Il fut cause ainsi que la statistique des tabatières et des pipes s'accrut rapidement dans des proportions immodérées. Il n'y avait que le recteur et les deux vicaires qui lui battissent un peu froid. Cela parce que l'ex-artilleur ne se montrait pas, pour parler son langage, assez respectueux des canons de l'Église. Au vrai, il n'était pas sans se piquer de mécréance. Et par exemple, il ne ratait jamais l'occasion de cribler d'épigrammes les choses saintes en la personne du sacriste, Olivier Nicolazic, universellement connu sous le sobriquet de Loull Vraz. Comment d'Olivier Nicolazic la fantaisie populaire avait-elle fait Loull Vraz, c'est ce qu'il serait superflu de vous expliquer. Contentez-vous de savoir qu'au moral, Loull Vraz incarnait le type du paroissien modèle, qu'il remplissait avec une ferveur passionnée ses triples fonctions de sacriste, de chantre et de sonneur de cloche, qu'il était grave, soigneux, méthodique, et que, s'il fêtait parfois un peu trop la chopine, la faute en était presque toujours à son voisin de travail et son inséparable Poézévara, le fossoyeur. Au physique, il était long, blond, maigre, l'air d'un Don Quichotte de campagne ou d'un Héron des grèves, avec un nez qui semblait vouloir s'introduire dans sa bouche, des bras et des jambes démesurés. Par là, il formait le plus saisissant contraste avec sa femme, la digne Môn, qui était courte et ronde, si bien qu'on avait peur qu'elle ne fît éclater sa peau, tandis qu'il flottait dans la sienne. C'en était pas moins, malgré les apparences extérieures, un ménage des mieux assortis. Môn, ayant pris à bail la location des chaises à l'église, et son gain venant s'ajouter au casuel de son mari, l'éthique Loull et sa circulaire moitié menaient une vie sans nuages dans la petite maison fleurie de passes roses qu'ils habitaient à l'extrémité du bourg, jouxte le jardin du presbytère. Quand un défi lancé par cet incrédule de Miliau Caïnec à l'imperturbable foi du sacriste engagea celui-ci dans une étrange aventure d'où il sortit vainqueur à la vérité, mais pour succomber, incontinent, à sa victoire. 2. C'était un samedi soir, veille du dimanche des buis, comme s'expriment les Bretons, autrement dit des rameaux. Ce samedi-là, comme tous les samedis, l'aristocratie de Plogonan, fidèle à un usage consacré, se trouvait réunie à l'auberge de la Pomme d'Or, tenue, annonçait l'enseigne, par F. Lavéant. Le cordonnier Réauric et le tailleur Mainguy se trichaient mutuellement aux cartes, le notaire Beaudour se préparait un grog, l'instituteur se chauffait le dos à la cheminée, et Miliau Caïnec allait et venait, déblatérant contre le carême. Ça, observa-t-il tout à coup,
les yeux levés vers le cadran de l'horloge. Est-ce que loull vraz nous ferait faux bond? J'en ai pourtant une bien bonne à lui pousser. Il n'avait pas fini sa phrase que la porte s'ouvrit, et le sacristain parut, suivi de l'immanquable Poézévara. « De Chopin !» commanda le fossoyeur. « Puisque vous voilà, loull, fit, sans plus attendre le buraliste, donnez-moi donc votre avis sur une question qui me préoccupe. Quel intérêt vos curés ont-ils à faire croire aux gens que, pendant la Semaine sainte, les cloches vont à Rome? Ma foi, monsieur Caïnec, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais réfléchi. Mais si les prêtres le disent, c'est que ce doit être vrai. » Il lampa sa chopine et, comme de juste, offrit au fossoyeur de redoubler. « Parbleu !» reprit le buraliste, « je ne suis pas un enfant peut-être, ni vous non plus, que diable! Les cloches qu'on prétendait parties pour Rome, est-ce que nous ne les avons pas toujours vues à leur place? » « vous les avez vues, et si ce que vous voyez n'était que leur ombre? » La seconde chopine passa où s'était engouffrée la première. « Nous en boirons bien une troisième, » proposa le fossoyeur. Le nez de loull plongea vers la table en signe d'assentiment. « Oui, leur ombre, » répéta-t-il avec force. « je pense, assez qualifié pour le savoir, moi qui vis avec elle. » L'ex-artilleur eut un dédaigneux haussement d'épaules. « Décidément, il n'y a rien de sérieux à tirer de vos pareils. »« Rien de sérieux ?» Loull Vraz s'était redressé. Son mince front d'oiseau alla presque toucher le plafond, et sa longue taille fluette sembla s'y balancer, suspendue, telle que la corde d'une de ses cloches. « Rien de sérieux ?» répéta-t-il. « Eh bien, monsieur Caïnec, combien pariez-vous que c'est moi qui ai raison? Tout ce que vous voudrez. 100 sous? 100 sous, j'accepte. Mais comment me prouverez-vous que les cloches auront quitté le clocher? Parce que, dussé-je m'y rompre les os, j'aurais fait la route avec elles. » Un éclat de rire général accueillit cette déclaration. Le sacristain proféra d'un ton solennel: « Vous avez tort de rire, messieurs. Il y a des mystères qu'il est sacrilège d'approfondir. Ce à quoi je m'engage là peut me coûter plus cher que vous ne croyez. Mais chose promise, chose tenue. » Puis, saisissant sa chopine et l'élevant à bras tendus, « Écoutez-moi, monsieur Miliau Caïnec. J'en atteste tous ceux qui sont ici présents. Samedi prochain, à pareille heure, je vous donne rendez-vous à cette même table. Ce soir-là, si Dieu le permet, la question du voyage des cloches sera vidée, aussi vrai que va l'être cette chopine. »« Soit, » acquiesça le buraliste. « Et en attendant, j'en paye une autre. » Vous pensez bien que ce ne fut pas la dernière. Chacun des assistants se fit un point d'honneur d'offrir la sienne. En sorte que loull rentra chez lui assez ému. Toute la nuit il rêva auprès de Môn qu'il avalait des tonnelets de cidre dans des cloches qui avaient des anses comme les chopines de la pomme d'or. Et quand il se réveilla le lendemain, pour matine, il faut avouer qu'il avait la tête un peu vague. 3. Le jour des rameaux tire à sa fin. Toutes les maisons du bourg de Plogonan, toutes les petites chaumières éparses dans la campagne, ont épinglé, au-dessus du bénitier, à l'angle que fait avec le foyer le lit clos, la branche bénite de laurier ou de buis. La paroisse entière était à la grand'messe, même et y compris ce païen de buraliste, qui ne laissait d'ailleurs pas d'y faire une apparition de temps à autre, soi-disant par manière de bravade et pour se confirmer dans ses principes. Peut-être aussi n'y vint-il que dans le malveillant espoir de prendre, en flagrant délit de pituite, la voix souveraine de loull le sacriste. Mais à ce compte, il a dû s'en retourner, déçu. Car loull, de l'avis commun, s'est comporté au lutrin magistralement. Miliau en a été pour 1h30 de messe, et pour 1 sou de chaise, dont Môn a bénéficié. Attrapez le vieux grognard. La journée a été bonne pour le sacriste, excellente pour sa femme. Le repas du soir s'en ressent. Une poularde, une vraie poularde sautée avec des oignons frits tout alentour. Môn en belle humeur, un petit vin benoît légèrement excitant sans en avoir l'air, autant d'encouragements qui peu à peu amènent loull à développer son projet. Jeudi, les cloches partent pour Rome, du moins à ce que l'on prétend. Je veux savoir ce qu'il en est. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de faire ce voyage. Je vous le dis en vérité, Môn, ne me dissuadez pas, ne cherchez point à me retenir. Il y a des choses qui se doivent accomplir.
Si vous voulez dormir paisiblement, vous vivante, après que je serai mort, ne mettez pas d'entrave à mon vœu. Il faut que je voie Rome et que je m'agenouille aux pieds du pape. Vous en parlez à votre aise, mon ami Loull, et qui fera les frais de ce voyage? Que vous importe, Mon, si ce n'est ni vous ni l'argent de vos chaises? J'y consens donc, mais à la condition que je vous accompagnerai. Je ne veux pas demeurer sur cette terre pendant que vous pèlerinerez dans l'espace. Loull, qui sait, pour l'avoir jadis entendu dire au maire que la femme est tenue de suivre son mari, n'a pas fait de difficulté. 4. Une délicieuse matinée de jeudi saint. Brise de Noroît. Le ciel nettoyé par le vent de la nuit. De petits nuages blancs promenant çà et là leurs toisons comme des moutons dans un pacage. Mon s'est chargé de s'entendre avec Poézévara, le fossoyeur, dissous par jour d'absence du sacriste, pour faire le chantre et sonner les cloches. Du reste, plus d'offices à chanter, ni de cloches à sonner jusqu'au jour de Pâques. Une crécelle seulement à faire bruire dans le cimetière pour annoncer aux fidèles les messes silencieuses devant les autels voilés. Une serrure grince, la porte de la tour s'ouvre en oscillant sur ses gonds. Loull, courbé en deux, traîne par la main la grosse Mon qui s'époumonne et se meurtrit les hanches aux parois de granit, dans les marches trop étroites, verdoyantes de mousse humide comme des margelles de fontaine. Tant bien que mal, ils parviennent aux galeries. Là sont les cloches, solidement vissées à des jougs de chêne, leurs grandes robes de bronze vibrant au vent qui souffle. Elles sont au nombre de 3, 2 grandes, la Marie-Jeanne et la Marie-Louise, une petite, nichée au-dessus des autres, est nommée la Corentine. De la balustrade de pierre grise, on voit au loin les paroisses succéder aux paroisses, les bourgs aux bourgs et les clochers aux clochers. Regardez à vos pieds, Mon, ce chaume pointu qui semble une ruche d'abeilles dans un courtil. Vous doutez-vous que c'est notre maison? Non, vraiment, elle ne s'en doutait pas. Que tout paraît donc misérable, vu de cette hauteur. À plonger ses yeux dans cet horizon qui ondoie, et où les villages sont comme des barques à l'ancre, elle se sent prise d'un mal singulier, à la fois angoissant et délicieux. Elle ne saurait dire si c'est peine ou plaisir. Quant à Loull, dans cette chambre aérienne des cloches, il est chez lui. Son long corps s'y épanouit à l'aise et semble croître à vue d'œil, fouetté par le grand air, exalté dans l'espace sonore. Le moment décisif est venu, Mon. Encore quelques minutes et les cloches vont se mettre en branle. Êtes-vous toujours résolu à faire route avec moi? Résolue, elle l'était dimanche soir, alors qu'elle ne croyait chez Loull qu'à une toquade, à une lubie d'ivrogne. C'était amusant, à force d'être fou, ce projet d'expédition en compagnie des cloches, de ces braves cloches de Plogonan, qui, après avoir fait quelques bonds à droite et à gauche, se tiendraient bien coites, en personnes sages, trop heureuses d'avoir devant elles 2 jours de plein repos, pour reprendre haleine avant leur formidable besogne de Pâques. Ainsi raisonnait Mon. Elle partageait le scepticisme de Miliau Caïnec à l'égard du légendaire voyage des cloches, et n'avait suivi ce nigaud de Loull jusqu'aux hautes galeries qu'avec la conviction qu'elle n'aurait pas à l'escorter plus loin, et surtout pour l'empêcher de se précipiter sottement dans le vide. Mais, depuis qu'elle était là, toute menue, malgré sa corpulence, au-dessous des énormes gueules frémissantes, elle se sentait saisie d'une crainte vague. Les choses commençaient à lui apparaître sous un autre jour. Elle avait beau être ce que l'on appelle communément une forte tête, elle ne laissait pas d'être troublée et comme oppressée par un mystère. Si pourtant c'était vrai que les cloches allaient partir, elle demeurait hésitante, n'osant répondre à la question de Loull. Le premier coup de 10 heures retentit avec un bruit de ferraille à l'horloge de la tour. « À Dieu va !» s'écria le sacriste. « Ne m'attendez plus qu'après-demain, ou faites comme moi. » Il s'était déjà hissé sur la croupe rebondie de la Marie-Jeanne et nouait autour du poitrail de cette insolite monture ses pattes immenses d'araignée. La corde de la cloche vibra. Le fossoyeur, promu aux fonctions de Loull pendant son absence, donnait d'en bas le signal du départ.
La Marie-Jeanne s'ébranla, lourdement d'abord, puis à voler de plus en plus large. « Hardi, la belle !» hurlait loull vraz. « Le malheureux, il est perdu !» geignit Môn d'une voix étranglée par l'épouvante. Elle était tombée à genoux, attachant des yeux effarés sur les oscillations vertigineuses de la bête d'airain qui portait le sacriste cramponné à ses flancs. Tout à coup, elle poussa un cri de terreur mêlé d'admiration. Deux ailes énormes, d'une blancheur immaculée, venaient de s'éployer aux épaules du monstre. Et, dans un fracas assourdissant, la femme du sacriste vit la Marie-Jeanne s'élancer dans l'espace. Elle la suivit quelques instants d'un regard affolé, persuadée que son mari allait être semé comme une plume, la tête en bas, dans le trou du ciel. Un de profundis lui vint aux lèvres. Elle se dit « C'en est fait du pauvre Loull. » Jamais elle n'aurait le courage de lui survivre. Même les sous des chaises n'auraient plus d'attrait pour elle, du moment que la vieillesse de son homme n'en jouirait point. Elle eut un accès de folie héroïque, se jura de rattraper Loull à Rome, dans la mort, au diable s'il était nécessaire. Justement la Marie-Louise s'ébranlait à son tour. Môn ne pouvait songer à lui grimper sur le dos. Il eût fallu pour cela avoir les bras de Loull, et son torse, et ses jambes, et son élasticité, toutes choses qui manquaient à la grosse et courte Môn. La pauvre femme n'avait qu'une ressource, celle de saisir au passage le battant de la cloche, et de s'y suspendre à la force de ses petits poignets dodus. Elle se haussa sur la pointe des pieds, tendit les mains. Il était trop tard. Déjà, la Marie-Louise avait franchi la balustrade de pierre, secouant derrière elle le grand froufrou sonore de sa jupe métallique, les ailes ouvertes dans l'infini. Restait la Corentine. Mais elle nichait là-haut, trop haut. L'accès d'héroïsme eut le temps de s'éteindre. Puisque la Marie-Louise n'avait pas voulu de Môn, c'est évidemment que Dieu n'était pas d'avis que son humble servante entrât dans les voies aériennes, et qu'il avait sur elle d'autres desseins. La Providence ne m'a pas faite pour voler, réfléchit-elle, dès que les cloches se furent évanouies au loin dans le sillage de la Marie-Jeanne. Et elle ne se préoccupa plus que de redescendre à terre. Elle y parvint, non sans effort. L'étroit escalier en spirale n'avait pas été bâti à sa mesure. Quelle idée aussi de s'y aventurer! Encore une sottise que lui avait fait faire ce loull vraz. La dernière, sans doute. Et ce n'était pas tant pis, ma foi. Elle ne pouvait s'empêcher de grommeler contre le sacriste, tout en le pleurant à chaudes larmes, car elle le considérait comme perdu, archi perdu. Plus elle se rapprochait du sol, plus elle estimait avoir été dupe tout à l'heure d'une illusion vaine, d'un mensonge de son imagination surexcitée, quand elle avait cru voir les cloches déployer dans l'espace de grandes ailes d'oiseau. Son premier soin, au sortir de l'église, fut de lever les yeux vers les galeries de la tour. Qu'est-ce que je disais, parbleu? Les voilà toutes trois à leur place ordinaire, la Corentine, la Marie-Louise et la Marie-Jeanne. Elles se tiennent même bien sagement, un peu lasses plutôt d'avoir été tant secouées. Il ne manque, hélas, que ce pauvre Loull. Lui seul est parti en voyage, non pas à Rome, certes, mais pour le pays d'où l'on ne revient plus. Môn exhale un long soupir, fait un signe de croix, et se met en devoir de chercher à travers le cimetière, parmi les tombes, le cadavre écartelé, les longs membres épars du sacriste. Elle Poesevara, qui passe en s'épongeant le front, sa besogne de sonneur par intérim consciencieusement accomplie. Cherchez avec moi Poès, tâchons de retrouver ce qui reste de lui. Ils battent ensemble tout le cimetière, ils inspectent la route qui en fait le tour, ils s'insinuent dans les cours des maisons voisines, s'enfoncent même dans la campagne, fouillant les douves herbeuses, écartant les ajoncs des talus. Peine inutile. Nulle part il n'y avait de trace de loull vraz. À la fin le fossoyeur ouvrit un avis. « Savez-vous une chose, Môn ?»« Laquelle ? Si, comme vous l'affirmez, Loull n'est pas sur le chemin de Rome, et vous avez peut-être tort d'affirmer cela, ce n'est pas non plus à terre qu'il faut chercher ses reliques. Parce que Loull était un drôle de corps, et qui ne pesait pas une once, malgré sa taille. Je parie que, s'il n'est pas en ce moment chez le pape, il flotte là-haut,
au-dessus de nos têtes, suspendus entre deux airs. Instinctivement, Môn regarda au ciel. Elle n'y vit que les petits nuages blancs, pareils à des moutons dans un pacage. « Attendons que le vent ait baissé, » conclut Poézévara d'un ton sentencieux. Il était midi, l'heure du repas. La femme du sacriste invita le fossoyeur à dîner, et tous deux burent et mangèrent grassement, quoique ce fût jour maigre, en causant avec pitié de Loull Vraz. 5. Le vendredi saint s'écoula, silencieux et triste, véritable jour de mort, malgré le renouveau des choses et le gazouillis des merles dans les buissons reverdis. En ce temps-là, les bonnes gens de Bretagne portaient le deuil du Christ. De toute la paroisse, on venait au bourg s'agenouiller près de son lit funèbre dressé dans l'église, et pleurer son trépassement avec de vraies larmes. Il y avait même de braves femmes qui, dit-on, poussaient très loin la naïveté. On vous racontera par exemple l'histoire que voici. Une fermière de Langazou, étant allée à confesse le matin de dimanche de Pâques, le confesseur, en lui faisant la petite allocution d'usage, lui rappela les mérites du Dieu qui, le vendredi précédent, était mort en croix pour le salut du monde. « Comment » s'écria-t-elle avec une douloureuse surprise. « Le bon Dieu est mort ?» « Ne le saviez-vous donc pas ? Hélas, monsieur le curé, la ferme est si loin du bourg. Nous apprenons toujours les nouvelles 8 jours en retard. Croyez bien que si nous avions su la chose, monsieur, nous serions tous venus à l'enterrement. » Mais restons à Plogonan, où nous avons affaire. Des groupes stationnaient sur la place. Les hommes, vêtus de noir, les femmes, en longues mantes de bure, aux capuchons rabattus. Tout ce monde attendait son tour de passer au confessionnal. Plus d'un examen de conscience dut être mal fait, car il n'était bruit dans les conversations que de la disparition inexplicable de Loull. Au débit de tabac du buraliste, il y avait foule. Miliau Caïnec pérorait derrière le comptoir, entre les deux pots de faïence où se lisaient, en grosses lettres bleues, « Boutuncorn » et « Boutunfree ». Note. Tabac à fumer et tabac à priser. Proprement, tabac de pipe et tabac de nez. Fin de note. « Allons donc !» s'exclama-t-il de sa rude voix de grognard. « Tous farceurs, ces gens d'église. Gageons que Loull est tranquillement enfermé dans une des chambres de la tour et qu'il y fait le voyage de Rome en fumant des pipes. Le gredin n'avait pas oublié de se munir de tabac. Môn vous dira d'autre part qu'il avait emporté une miche de pain, une boîte de sardines, une gourde de tafia et 2 bouteilles de cidre. C'est de quoi fêter le vendredi saint sans maigrir. » Quelqu'un fit observer que Môn allait de tous côtés, geignant son veuvage. « Ah oui, parlons-en de cette veuve désolée. Elle devait suivre son homme, et redescendait dîner tête à tête avec le fossoyeur. Demandez à Poézévara. Il n'avait jamais été à pareil régal. Loull et Môn, hi, c'est compère et commère, sac à papier. Demain matin, au coup de 10 heures, vous verrez que Loull remettra pied à terre, tout guilleret. Il nous viendra narguer à la pomme d'or, disant « Voilà, messieurs, j'arrive de Rome, preuve que les cloches y vont et en reviennent. Je montais la Marie-Jeanne. Turlututu, on ne m'en compte pas à moi. Je ne suis pas de ceux qu'on prend avec de la glu à moineaux. Cette moustache-là n'a pas été faite avec le crin d'un balai de sacristie. Mais c'est que je la connais, moi, cette ville du pape. Et ce n'est pas des cloches que nous y avions entre les jambes, mais des canons, montures de bronze aussi, certes, mais qui vous ont une autre façon de hennir. Laissez faire, je l'attends de pied ferme, votre Loull Vraz. Ah si, tu reviens de là-bas, l'ami, pardieu, causons un brin. Tu as donc suivi le Corso, visité la Sixtine, entendu la messe à Saint-Pierre, à merveille, mon vieux, et le Transtévère, et le château Saint-Ange, où j'ai été 6 semaines en garnison, Cristo Delia Madone. Si Loull Vraz s'en tire, foi de briscard, j'irai communier dimanche. » Miliau Caïnec recommença ce discours une 20aine de fois dans la journée, aussi souvent que son auditoire se renouvelait. Il dut à son éloquence de débiter un nombre respectable de paquets de tabac, et aussi de faire douter quelques âmes faibles de la probité jusqu'alors incontestée du sacriste. 6. En vérité, j'ai hâte d'arriver à cette matinée mémorable du samedi. La justice a, dit-on, le tort d'être boiteuse.
tâchons de lui faire presser un peu le pas. Prêtons-lui, pour la circonstance, les ailes de la Marie-Jeanne qui rentre au clocher avec Loull en croupe. Et que le buraliste soit promptement confondu. Le samedi, à 10 heures sonnantes, branle-bas dans le clocher. Toute la polissonnaille de Plogonan était couchée sur le dos, dans le cimetière, les paupières obstinément closes, la bouche large ouverte, au risque de se décrocher les mâchoires. Disons, si vous voulez, comme c'est l'usage des conteurs, que j'en étais moi-même. Ce que nous faisions là, dans cette singulière posture, vous le devinez sans peine. Nous attendions le retour des cloches, et les bonnes choses, les dragées multicolores qu'elles font pleuvoir en dénouant les plis de leurs robes troussées pendant le voyage. Nous n'avions pas été sages cette année-là, apparemment, car, après 10 minutes d'attente anxieuse, nous eûmes le piteux chagrin de constater que les cloches, aussi bien les deux vieilles que la toute jeunette Corentine, ne nous avaient rien apporté. Il eût fallu voir le désappointement de ces 30 ou 40 pères Dieu. Déjà, nous nous dispersions, maussades et rechignés, échangeant 1000 commentaires peu bienveillants pour les 3 Groard, Groard, vieille femme, vieille fée, avec une acception méprisante. De la Tour, quand tout à coup Claudic Anna Hucher, un des forcenés de la bande, poussa un hurrah retentissant. Le cadeau souhaité, sans doute, et chacun de se précipiter. Ce n'était que Loull Vraz, et notre déception fut amère. Toutefois, comme nous avions eu vent de l'équipée du sacriste, nous nous préparâmes à lui faire une ovation, dans l'espoir que les cloches, dont il avait été le compagnon, l'avaient peut-être chargé d'être le distributeur des étrennes pascales. Aussi notre premier cri fut-il « Loull, est-ce que c'est vous qui apportez les dragées ?» Ah, bien, oui, en fait de dragées, il se mit à nous distribuer force calottes et taloches. Voulez-vous me ficher la paix, tas de galopins ? Il était, autant qu'il m'en souvient, en assez pauvre état. C'est à peine s'il tenait debout sur ses jambes maigres d'échassier, le corps courbaturé, la tête branlante, les yeux hagards. Il paraissait désaccoutumé de marcher à terre. Il faisait des zigzags de matelot qui a longtemps vécu au haut des vergues, dans les grands roulis de la mer. Anna Schuer alla jusqu'à prétendre qu'il était ivre. Cet âge est sans pitié. Nous suivîmes le sacriste, mais à distance respectueuse, comme on dit, quoique nos huées manifestassent plus d'irrévérence que de respect. Môn l'attendait, plus ronde encore que d'habitude, sur le seuil de la chaumine. Elle s'écrasa pour le laisser passer, nous montra le poing et referma violemment la porte. Nous ne pûmes assister au spectacle de leur joie mutuelle de se retrouver, et c'est pourquoi je n'en dis rien, malgré le plaisir que j'aurais eu à dépeindre ces expansions qui durent être touchantes. 7. L'épilogue de ces Pâques de Loull Vraz, resté célèbre à Plogonan et dans toute la région, m'a été conté par Gabic Lavéant, le fils de l'aubergiste. Je n'oublierai jamais, disait-il, cette séance, la plus émouvante dont l'auberge de la Pomme d'Or, alors dans toute sa splendeur, ait gardé le souvenir. C'était le soir, à l'heure de l'apéritif, pour parler comme le notaire, qui employait volontiers des termes citadins cueillis à Lannion, les jours de marché. Tous ces messieurs étaient présents. Au haut bout de la tablée trônait le buraliste, dans l'attitude correctement refrognée d'un président de cour d'assises. À sa gauche était l'instituteur, qui lui aussi était censé connaître Rome, par les dictionnaires de géographie. À sa droite se tenait Jean Rioux, encore un ancien de la campagne d'Italie et qui avait laissé une jambe là-bas, quelque part, dans un endroit dont il n'avait pu retenir le nom. Miliau Caïnec l'avait convoqué par exprès, l'avait mandé au bourg dès le matin pour lui servir d'assesseur, l'arrachant ainsi à son manoir de Kertane, où il cultivait sur ses vieux jours des betteraves perfectionnées. Maître Beaudour, le tabellion, était tout désigné pour l'office de secrétaire. Il devait rédiger les conclusions que Jérôme Mainguy, le tailleur, l'homme à la langue satanique, colporterait. Rupture de PDF. Si jamais vous comparaissez en cour d'assises, je vous souhaite un président comme Miliau Caïnec. Loull, cependant,
s'était affaissé sur la chaise que lui présentait la servante, avait posé ses coudes sur le rebord de la table et plongé ses longs doigts dans ses longs cheveux. Au bruit que fit en tombant la pièce de 100 sous, il releva la tête. Puis, d'une voix caverneuse, il prononça « Vous m'en offririez 10 000 de ces pièces, Milio Caïnec, que je ne consentirais pas à refaire le voyage dont j'arrive. » Il y eut, dans l'assistance, une grande stupeur. Ces paroles avaient été dites avec un tel accent de sincérité et presque de souffrance que personne, pas même le notaire, pas même le buraliste, n'osa protester. Maharit, la servante, qui rentrait avec des chopines de cidre, les laissa échapper de saisissement. Et Réauric, affalé à l'angle de l'âtre, sentit le trop-plein de sa cuvaison filtrer en larmes par ses yeux. « Écoutez-moi, reprit Loull Vraz, croyez que j'aimerais mieux me taire, mais je me suis engagé envers vous. Je ne pense pas que j'ai désormais longtemps à vivre. Je tiens, quoi qu'il m'en coûte, à remplir mon engagement. Vous allez être édifié sur le voyage des cloches. Car les cloches voyagent, monsieur Miliau, je le sais maintenant, et je puis vous l'affirmer en toute connaissance de cause. Je n'en suis pas plus fier. » Il n'avait, en effet, rien de triomphal, le pauvre. Ses cheveux, subitement blanchis, pleuraient sur ses joues émaciées. Poézévara, qui l'observait du coin de l'œil, assis à l'écart, lui trouvait une mine d'outre-tombe, et se disait à part soi, « Ce n'est pas Loull, c'est son spectre. » Les autres, aussi, furent frappés du caractère étrange qu'avait revêtu depuis l'avant-veille la physionomie du sacriste. « Voyons, » fit Milio Caïnec, d'un ton qu'il s'efforçait de rendre d'autant plus gouailleur que le reste de l'auditoire paraissait plus impressionné. « En tout cas, les chopines sont servies. Loull, à votre santé !»« Plus tard, monsieur Miliau. Je ne vous demande pour le moment que votre attention. Je n'en abuserai point. » Et Loull entra tout de suite au vif de son récit. Ce récit, Gabic Lavéant l'avait retenu point par point et mot pour mot. Il me le refit avec une exactitude scrupuleuse, je dirais même avec une remarquable minutie. Ma mémoire ne vaut malheureusement pas celle de Gabic. Elle n'a su garder que les épisodes essentiels et sous une forme assez différente de la véritable. On me pardonnera donc de reconstituer au lieu de reproduire. 8. Quand Loull eut vu s'éployer au-dessus de sa tête les 2 grandes ailes inattendues de la Marie-Jeanne, il fut incontinent fixé et murmura en son fort intérieur « Que ce soit à Rome ou à Jérusalem, il est une chose certaine, c'est que nous partons. » Tout d'abord, la cloche eut l'air de tâter le vent. Elle allait de droite et de gauche, semblait hésiter sur la direction à prendre. Puis brusquement, elle se décida et fila dans l'espace avec la sûreté vibrante d'une flèche. Loull fut longtemps avant d'oser regarder au-dessous de lui. L'idée qu'il voyageait à toute vitesse, à 1000 ou 1500 pieds plus haut que la terre, lui était désagréable. Il était cependant parvenu à saisir la Marie-Jeanne par les oreilles. Il s'y tenait cramponné solidement. Mais, au moindre vertige, gare. Les grandes ailes blanches faisaient un bruit du diable, et, sous la jupe de bronze, le battant se démenait, comme un possédé, secouant dans l'air des volées de sons qui croissaient d'intensité à mesure qu'on prenait plus de champ. Décidément, il n'est que de se mettre en apprentissage à l'école de l'habitude. Au bout d'un quart d'heure de chevauchée sur sa monture d'airain, le sacriste s'était fait à cette façon assez particulière de voyager. Au bout d'une demi-heure, il n'eût pas donné sa selle si instable pour le trône le mieux assis. Les reins de la Marie-Jeanne s'étaient comme assouplis sous le poids du cavalier. Loull eût été chez lui, dans sa maison de Plogonan, à califourchon sur une escabelle, qui ne se fût pas senti plus à l'aise. Ajoutez qu'il ne laissait pas d'éprouver quelque orgueil d'avoir été le premier, de mémoire de bas breton, à se hasarder en pareille aventure. La confiance lui revenant, il s'enhardit à scruter du regard la distance qui le séparait du sol. Il s'intéressa dès lors au pays qu'il voyait défiler. Il plana sur des genêtaies immenses, et il pensa que c'étaient les landes de la terre vannetaise. Il vit un large ruban de soie blanche, et il songea, c'est la Loire. Plus loin, il reconnut la Vendée, à des clartés tristes de marais, endormie çà et là,
entre des bocages. Plus loin encore, il se trouva désorienté. Il abordait l'inconnu, n'ayant jamais su de la France que ce que lui en avaient conté aux veillées d'hiver les légendes bretonnes. Alors seulement l'idée lui vint que cette cloche, qui avait les ailes d'un oiseau fabuleux et le corps d'une sirène céleste, pouvait aussi bien avoir une âme, une intelligence près de qui se renseigner. À tout hasard, il adressa la parole à la Marie-Jeanne. « Marie-Jeannick, dit-il, tu es l'aïeule des cloches de notre paroisse. La Marie-Louise auprès de toi n'est qu'une jeune fille, et la Corentinette qu'une enfant. Tu es très vieille, et tes voyages antérieurs ont dû t'apprendre beaucoup de choses que j'ignore. Au nom de Dieu le Père, et de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit, si ce que je te demande est en ton pouvoir, instruis-moi. Puisque, à ton premier bond hors du clocher, où tu as ton nid, tu ne m'as point rejeté à terre, c'est que tu m'acceptes pour compagnon de route. Fais que de ce voyage, moi, Barbon, je revienne moins sot qu'un écolier. Sois mon institutrice aux cloches, mère et grand-mère des cloches de Plogonan. Je suis le vase vide, je suis le champ où l'on n'a rien semé. » Ainsi parla Loull Vraz, au dire de Gabic. La Marie-Jeanne lui répondit: « Tu as sagement agi en m'interrogeant. Certes, Loull, tu tentes une chose inouïe. Je veux cependant t'aider à mener à bien cette entreprise. Tu en sortiras, je pense, à ton honneur, pourvu que ta persévérance égale ma bonne volonté. Quand tu rentreras à Plogonan, tu auras plus d'expérience dans l'ongle de ton petit doigt qu'il n'y en a dans la cervelle de tous les savants de l'univers. Écoute et instruis-toi. » Les cloches sont des bavardes. La Marie-Jeanne, en sa qualité de vieille, poussait même jusqu'au radotage, la démangeaison de parler. Mais c'était un radotage si nouveau, si intéressant. Je vous promets que Loull ne s'ennuyait pas à l'entendre. Il apprit en un clin d'œil les noms d'une foule de villes, de rivières, de montagnes, dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. À tout moment, on rencontrait d'autres cloches suivant le même chemin. Parfois, l'air en était obscurci comme par une bande d'oiseaux gigantesques. Toutes se connaissaient et se bonjouraient au passage. Soudainement, on arriva au-dessus d'une vaste plaine où s'étendait une ville immense, pleine d'églises, de palais, de tours, de coupoles. « Attention, Loull !» cria la Marie-Jeanne. « Voici Rome !» Elle plana un instant, puis s'abattit sur une des tours comme un épervier qui fond sur une proie. Le sacriste fut d'abord étourdi de cette brusque descente, mais il reprit vite ses sens, et il se mit à ouvrir de grands yeux, tandis que la vieille cloche de Plogonan lui expliquait avec force détail tout ce qui s'offrait à sa vue. La porte d'un des palais s'ouvrit, Loull en vit sortir un homme vénérable, vêtu d'une longue robe blanche. Il paraissait de taille ordinaire, mais tout à coup il se mit à grandir tant et si bien qu'ayant les pieds sur le sol, il avait le front dans les nuages. Les cloches aussitôt de s'attrouper autour de lui en agitant les ailes comme un vol de pigeons à qui l'on va jeter le grain. « Sacriste, » murmura la Marie-Jeanne, « fais comme nous, confesse tes péchés, prie et apprête-toi à recevoir la bénédiction du pape. » Le visage de l'homme vénérable se détachait sur l'or du soleil comme dans une auréole immense. Les cloches défilèrent une à une à portée de ses lèvres. Loull l'entendit qui chuchotait quelque chose en latin à l'oreille de la Marie-Jeanne. Puis tout s'évanouit. On était derechef en route, dans l'espace, mais si haut qu'on ne voyait plus que le ciel vaguement assombri par le crépuscule. La Marie-Jeanne glissait silencieusement, comme en proie à des pensées tristes. Loull se sentait envahi lui-même par une mélancolie étrange. Il n'osait troubler la méditation de sa monture, quelque envie qu'il eût de savoir ce que tout cela signifiait. La cloche, enfin, parla. « Tu viens d'assister à une grande cérémonie qu'il n'avait été donné jusqu'à présent à aucun œil humain de contempler. Tous les ans, nous sommes tenus de nous rendre à Rome le jeudi saint, pour y apprendre de la bouche du pape, représentant de Dieu, quelle besogne, joyeuse ou funèbre, nous aurons à faire dans l'année d'après. Pour ma part, j'aurai à sonner 110 baptêmes et 82 enterrements. » Joli chiffre, fit Loull, qui pensa tout de suite à son casuel.
N'en aie point de joie, pauvre camarade, reprit la cloche. Le premier enterrement dont je tinterai le glas, ce sera celui de Loull Vraz. Le coup était si rude, si inattendu, que le sacriste faillit tout lâcher, mais la Marie-Jeanne veillait et replia sur lui ses ailes pour le retenir. N'en aie pas non plus trop grande désolation, continua-t-elle. Sur ma prière, le pape t'a accordé l'absolution plénière. Tu ne feras que traverser le purgatoire, uniquement pour avoir une idée des peines qui, sans mon intervention, t'y eussent attendu, et tu t'en iras ensuite tout droit t'asseoir dans le paradis sur un magnifique tabouret d'or. Si attrayante que fût cette perspective, il est à croire qu'elle touchait médiocrement le sacriste, car il se mit à fondre en larmes, suppliant la cloche de le ramener au plus vite vers sa chère Môn, dans la petite chaumine basse de Plogonan. Il voulait au moins jouir de ses derniers jours, prendre congé de ses amis, mettre ordre à ses affaires. « Je ne demanderai pas mieux, pauvre cher Loull, répondit la Marie-Jeanne, mais j'en suis encore qu'à la première moitié de mon voyage. Votre pèlerinage à Rome n'est-il donc pas terminé? Rome n'est qu'une étape, nous sommes maintenant sur le chemin de Jérusalem. De Jérusalem? Répéta Loull avec un accent de détresse éperdue. Et qu'allons-nous y faire, grand Dieu? Volontiers, il se fût répandu en récriminations amères contre la cloche, qu'il accusait à part soi de l'avoir trompé, car enfin on ne joue pas aux gens de pareils tours, on ne leur laisse pas croire qu'on les amène à Rome alors qu'on les entraîne jusqu'à Jérusalem. Il se tut néanmoins, garda pour lui ses réflexions peu aimables. La Marie-Jeanne pouvait en somme le planter là. S'il voulait revoir Plogonan, revoir Môn, il n'avait qu'un parti à prendre, et c'était de se résigner. Il se résigna bien à contre-cœur. La cloche lisait dans sa pensée sans qu'il s'en doutât. Fort heureusement pour le sacriste, elle avait la vertu de son âge, l'indulgence pardonneuse des vieillards. Elle ne lui fit aucune remontrance, s'appliqua plutôt à le distraire de son chagrin et de sa mauvaise humeur. « Vois, Loull, les étoiles s'allument. N'est-ce pas qu'elles sont plus belles vues de près? Tu ne te doutes pas qu'en ce moment nous voguons au-dessus d'un splendide lac bleu qui a nom la Méditerranée. Nous avons franchi le pays des Latins, nous passons devant celui des Grecs. Là-bas, c'est l'Égypte, où vécut Moïse. » Plus ils allaient, plus la nuit devenait noire. Loull écoutait d'une oreille distraite les explications de son Cicérone. Il songeait à la Bretagne qu'il n'eût jamais dû quitter. Il songeait qu'il n'y rentrerait que pour mourir et que Poézévara creuserait bientôt dans un coin du cimetière la fosse de son ami, puis s'en irait, comme d'habitude, boire chopine et compter des gaudrioles à l'auberge de la Pomme d'Or. Loull ruminait tout cela, sourd au bavardage de la cloche, qui maintenant ne l'intéressait plus. Elle n'en poursuivait pas moins, et la nuit se faisait toujours plus noire. L'obscurité devint si profonde que les astres mêmes cessèrent d'être visibles. « Nous sommes arrivés, dit en s'arrêtant la Marie-Jeanne. Tu vas assister au spectacle le plus saisissant que puisse contempler l'œil d'un chrétien. » On ne distinguait rien que ténèbres. Mais à peine la cloche eut-elle fini de parler qu'un fracas de tonnerre ébranla tout le ciel et retentit sourdement jusque dans les entrailles de la terre. L'ombre se déchira, une grande lumière se fit. Loull oublia soudain ses préoccupations. Un flot de larmes s'échappa de ses yeux, mais ce n'était plus sur sa propre détresse qu'il pleurait. Là, devant lui, dans la lumière surnaturelle, se dressait le Golgotha. Les trois croix étaient debout sur la montagne sacrée. Le Christ agonisait sur celle du milieu, tandis qu'à ses pieds priaient agenouillées les saintes femmes, les trois Maries que célèbrent les cantiques bretons. Jean le disciple se tenait à quelque distance derrière elle. Le sang pleuvait des flancs du Christ, comme une ondée d'orage. Sa pâle figure avait une expression d'une infinie tristesse et d'une infinie douceur. La vision ne dura que le temps d'un éclair. Et quand elle eut disparu, des glas, des millions de glas se mirent à tinter. On eût dit que toutes les cloches de la chrétienté éclataient en sanglots. C'était à fendre l'âme. 9. Tel fut, d'après Gabic l'Avéant, le récit que fit Loull Vraz, le sacriste de Plogonan,
aux habitués de la Pomme d'Or, un mémorable soir de samedi saint, l'an de grâce 1870 et quelques. On le laissa parler jusqu'au bout sans l'interrompre. Milio Caïnec, dit-il en terminant, je puis boire cette chopine à vos frais. Je l'ai bien gagnée. C'est d'ailleurs la dernière que vous aurez occasion de m'offrir. À votre santé, messieurs. Demain, Loull Vraz sera mort. J'aime à croire que vous lui ferez l'honneur de suivre ses obsèques. Il est fou, pensèrent simultanément le buraliste, le notaire et l'instituteur. Quant à Mainguy, le tailleur à la langue de vipère, il alla pincer le coude de Poézévara. « À quand ta noce avec Môn ?» chuchota-t-il méchamment. Le lundi de Pâques, on enterrait Loull Vraz, mort la veille, ainsi qu'il l'avait prédit. On en conclut dans le pays que l'histoire de son voyage était véridique. Mais ce diable de tailleur avait tout de même vu juste, car Môn devint, l'an d'après, la courte épouse du gai fossoyeur. Fin.